Faites sortir cette femme noire de notre famille avant qu'elle ne vous piège avec un bébé. Grand-mère Victoria avait ordonné 7 ans auparavant. Jared obéit. Maintenant, les funérailles de grand-père Theodore, 800 millions de dollars de succession. La famille s'est rassemblée pour la lecture du testament comme des vautours. L'avocat s'éclaircit la gorge. Toute la succession de M. Theodore va à tous ses arrière-petits-enfants. La famille sourit, puis fronça les sourcils. Jared n'avait pas d'enfant. Sa sœur n'avait pas d'enfant. L'avocat continua. Nous avons localisé 3 arrière-petits-enfants. La porte s'ouvrit. Brianna entra vêtue d'une superbe robe corail, ses nœuds de bantou parfaitement coiffés. 3 enfants en tenue de cérémonie la suivirent. « Bonjour tout le monde. Voici les seuls arrière-petits-enfants de Theodore. » Grand-mère Victoria serra ses perles si fort que le fil se cassa, des perles s'éparpillant sur le sol. La femme de Jared cria « Tu m'as dit que tu n'avais jamais eu d'enfant. » Les triplés regardèrent autour de la pièce. « Maman, est-ce notre nouvelle maison? » Mais avant de plonger dans l'histoire complète, faites-moi savoir d'où vous regardez et quelle heure il est. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et commençons. Il est parti. L'infirmière se tenait dans l'embrasure de la chambre avec ses mains jointes devant son uniforme blanc. Sa voix était calme mais claire. Theodore Whitmore avait cessé de respirer à 11h43 du matin, un mardi froid de mars. Il avait 89 ans. Le cancer rongeait son corps depuis 9 mois. Tout le monde savait que ce jour arrivait. La famille commença à arriver au manoir de Greenwich 2 jours plus tard. Des voitures chères remontèrent la longue allée les unes après les autres. Une Mercedes noire, une BMW argentée, un Range Rover blanc. Les voitures se garèrent en ligne soignée près de l'entrée principale. Des hommes en costume sombre et des femmes en robe noire en sortirent. Ils s'étreignirent. Ils murmurèrent à propos des arrangements funéraires. Ils se demandèrent comment ils allaient. Mais surtout, ils pensèrent au testament. Jared Whitmore s'assit sur le siège passager d'une Audi grise, tandis que sa femme Amanda la conduisait jusqu'au manoir. Il avait 33 ans, avec des cheveux châtain clairs et des yeux verts. Il portait un costume noir avec une cravate bleu foncé. Amanda portait une robe noire et des boucles d'oreilles en perles. Elle serrait le volant des 2 mains. « Combien penses-tu que nous obtiendrons? » demanda Amanda. Jared regarda par la fenêtre les arbres dénudés bordant l'allée. « Je ne sais pas. »« Ton grand-père valait 800 millions de dollars, » dit Amanda. « C'est ce que l'avocat a dit à ta grand-mère l'année dernière. 800 millions de dollars, Jared. Même si c'est divisé en 6 parts entre toi et Emily et les cousins, c'est plus de 100 millions chacun. » « Nous ne devrions pas parler de cela maintenant, » dit Jared. « Pourquoi pas? Tout le monde pense la même chose. » Elle avait raison. Jared savait qu'elle avait raison. Il regarda le manoir alors qu'il s'approchait. La maison avait 22 pièces. Il avait grandi en visitant cet endroit chaque dimanche pour les dîners de famille. Son grand-père, Theodore, avait transformé Whitmore Industries d'un simple quincaillerie en une entreprise qui rapportait 50 millions de dollars chaque année. Maintenant, Theodore était mort et tout ce qu'il avait construit serait divisé. Amanda gara la voiture et coupa le moteur. Elle vérifia son rouge à lèvres dans le miroir. « Est-ce que je suis bien? »« Tu es bien, » dit Jared. Ils entrèrent ensemble dans la maison. Le hall d'entrée était plein de gens habillés en noir. Jared vit sa sœur Emily près de l'escalier. Elle avait 31 ans, avec des cheveux blonds tirés en un chignon serré. Elle vit Jared et s'approcha. « Salut, » dit Emily. Elle l'étreignit rapidement. « Salut, » dit Jared. « As-tu vu grand-mère Victoria? » demanda Emily. « Pas encore. Elle est dans la bibliothèque avec l'avocat. Ils se préparent pour la lecture. Sais-tu quelque chose sur ce qu'il y a dans le testament? » demanda Jared. Emily baissa la voix. « J'ai entendu grand-mère dire que grand-père l'avait changé il y a quelques mois, juste avant qu'il ne meure. »« Changé comment? » ?»« Je ne sais pas, mais elle semblait contrariée par cela. » Amanda s'approcha. « Changé de mauvaise manière? » Emily haussa les épaules. « Je ne sais pas.
Nous le saurons bientôt. Une porte s'ouvrit au bout du couloir et un homme en costume gris en sortit. Il était dans la cinquantaine avec des cheveux noirs et des lunettes. C'était Robert Chen, l'avocat de Theodore. Il s'occupait des affaires légales de la famille Whitmore depuis 20 ans. Tout le monde veuillez entrer dans la bibliothèque, dit Robert Chen. Sa voix était calme et professionnelle. Nous sommes prêts à commencer. La famille se déplaça dans le couloir et entra dans la bibliothèque. C'était une grande pièce avec des étagères en bois sombre couvrant chaque mur. Des livres tapissaient les étagères du sol au plafond. Une longue table se tenait au centre de la pièce avec des chaises arrangées autour. Au bout de la table était assise Victoria Whitmore. Elle avait 82 ans, avec des cheveux blancs coiffés en un chignon parfait. Elle portait une robe noire et un collier de perles. Son dos était droit et ses mains reposaient sur une canne en bois. Elle regarda chaque membre de la famille alors qu'ils entraient dans la pièce. Son expression ne laissait rien paraître. Jared s'assit à côté d'Amanda. Emily s'assit en face d'eux. Les cousins, David et Christine, s'assèrent près de l'autre bout de la table. Tout le monde était silencieux. Le seul bruit était celui des chaises raclant le parquet et des gens se déplaçant sur leurs sièges. Robert Chen se tenait au bout de la table à côté de Victoria. Il tenait un dossier en cuir. Il l'ouvrit et en sortit plusieurs documents. « Merci à tous d'être ici, » dit Robert Chen. « Je sais que c'est un moment difficile. Theodore Whitmore était un homme remarquable qui a construit quelque chose d'extraordinaire. Il voulait s'assurer que son héritage perdure après sa mort. Je vais lire son dernier testament, qui a été signé et attesté le 10 février de cette année. 10 février, c'était 2 semaines avant la mort de Theodore. Robert Chen s'éclaircit la gorge et commença à lire. « Moi, Theodore James Whitmore, étant saint d'esprit et de corps, déclare par la présente ceci être mon dernier testament. Je révoque tous les testaments et codicilles précédents. » Jared regarda Emily. Elle fixait l'avocat, les mains jointes sur la table. « Je lègue toute ma succession, » continua Robert Chen, « y compris tous les actifs liquides, propriétés, avoirs commerciaux et investissements, totalisant environ 800 millions à diviser également entre tous mes arrière-petits-enfants. » La pièce se détendit. Plusieurs personnes sourirent. Amanda tendit la main sous la table et serra la main de Jared. Arrière-petits-enfants. Cela signifiait que l'argent irait aux enfants des petits-enfants de Theodore, mais aucun des petits-enfants de Theodore n'avait encore d'enfants. Emily se pencha en avant. « Attendez, » murmura-t-elle. Jared la regarda. « Quoi? » « Aucun de nous n'a d'enfant, » dit Emily. Sa voix était calme, mais tout le monde pouvait l'entendre dans la pièce silencieuse. Les sourires disparurent. Les gens se regardèrent avec des expressions confuses. David se pencha en arrière sur sa chaise. Christine fronça les sourcils. La main d'Amanda devint immobile dans celle de Jared. « C'est exact, » dit Robert Chen. Il regarda les papiers devant lui. Cependant, 3 arrière-petits-enfants ont été localisés et vérifiés par des tests ADN effectués par Theodore avant sa mort. Ces enfants sont les seuls héritiers de la succession. La main de Victoria se serra sur sa canne. « De quoi parlez-vous? » Robert Chen se dirigea vers les portes de la bibliothèque. Il les ouvrit lentement. Tout le monde se tourna pour regarder. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle tenait les mains de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Il semblait avoir environ 6 ans. La femme avait la peau brun foncé et des cheveux courts noirs et bouclés. Elle portait un jean et un simple pull bleu. Les enfants portaient des vêtements propres, mais rien d'extravagant. Ils se tenaient près de leur mère et regardaient autour de la pièce avec de grands yeux. Tout le corps de Jared se glaça. Il connaissait ce visage. Brianna Thompson. Il ne l'avait pas vue depuis 7 ans. Pas depuis le jour où il l'avait appelée et avait mis fin à leur relation. Pas depuis le jour où il avait bloqué son numéro et avait refusé de répondre quand elle avait essayé de le rappeler. Elle avait l'air la même, peut-être un peu plus âgée, un peu plus fatiguée, mais la même. Puis Jared regarda les enfants. Les 2 garçons avaient la peau brun clair. La fille avait la même couleur de peau. Tous 3 avaient des cheveux bouclés.
et tous trois avaient des yeux verts, les yeux verts de Jared. Ses mains commencèrent à trembler. Sa gorge devint sèche. Il ne pouvait pas respirer. La pièce sembla s'incliner sur le côté. Amanda se tourna lentement vers lui. Son visage était devenu complètement blanc. Elle le fixa puis regarda la femme et les enfants debout dans l'embrasure de la porte. « Qui est cette femme? » murmura Amanda. Jared ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son cerveau ne pouvait pas former de mots. Il fixa Brianna et les trois enfants debout dans l'embrasure de la porte. Les yeux verts, ses yeux verts le fixant depuis trois petits visages. Les doigts d'Amanda s'enfoncèrent dans son bras. « Jared, qui est cette femme? » Avant qu'il ne puisse répondre, Robert Chen fit un geste vers les chaises vides à la table. « S'il vous plaît, mademoiselle Thompson, asseyez-vous. » Brianna entra dans la bibliothèque, les enfants restant près d'elle. Elle ne regarda pas Jared. Elle ne regarda personne. Elle s'assit sur une chaise près du milieu de la table. Les trois enfants se tenaient derrière sa chaise. Un des garçons posa sa main sur l'épaule de sa mère. Victoria frappa sa canne sur le sol. Le son résonna dans la bibliothèque. Que signifie ceci, Robert? Robert Chen resta calme. Il posa un document sur la table. 6 mois avant sa mort, Theodore a engagé une équipe d'enquêteurs privés. Il leur a demandé de chercher des héritiers potentiels que la famille pourrait ne pas connaître. Les enquêteurs ont découvert Mademoiselle Brianna Thompson et ses 3 enfants vivant à Dorchester, Boston. « C'est absurde, » dit Victoria. Sa voix était aiguë et froide. « Theodore ne m'a jamais rien mentionné de tout cela. Il a spécifiquement demandé que l'enquête reste confidentielle, » dit Robert Chen. Il posa un autre document sur la table. Des tests ADN ont été effectués par un laboratoire indépendant en février. Les résultats ont confirmé que Marcus, Miles et Maya Thompson sont les enfants biologiques de Jared Whitmore. La main d'Emily vola à sa bouche. Kristen halta. David se pencha en avant pour fixer Jared. Le visage d'Amanda devint rouge. « C'est impossible, » dit Amanda. Sa voix tremblait. « Jared n'a pas d'enfant. » Il me l'aurait dit. Jared retrouva enfin sa voix. « Je ne savais pas. » Les mots sortirent faibles et brisés. « Je jure que je ne savais pas. »« Tu ne savais pas? » Amanda se leva de sa chaise. « Tu ne savais pas que tu avais 3 enfants? »« Amanda, s'il te plaît, assieds-toi. » Robert Chen dit « Non », et Amanda désigna Brianna. « Qui est-elle? »« Quand as-tu, depuis combien de temps étais-tu? »« Il y a 7 ans, » dit Brianna calmement. Tout le monde se tourna pour la regarder. Elle garda les yeux sur la table devant elle. « Jared et moi étions ensemble il y a 7 ans. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. » Amanda eut l'air d'avoir été giflée. « 2 ans. Nous nous sommes séparés il y a 7 ans, » continua Brianna. Sa voix était calme et posée. « J'étais enceinte de 8 semaines quand il a mis fin à la relation. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Je l'ai découvert 2 semaines après qu'il ait cessé de me parler. » La bibliothèque devint complètement silencieuse. Jared se sentit comme s'il se noyait. Il se rappela cet appel téléphonique. Il se rappela être assis dans son appartement, les mains tremblantes. Il se rappela la voix de sa grand-mère dans sa tête. « Mette fin à cette relation immédiatement. Fais sortir cette femme noire de notre famille avant qu'elle ne te piège avec un bébé. » J'avais prévu de lui dire ce week-end-là. Brianna dit. J'avais un rendez-vous chez le médecin un jeudi. Le médecin m'a fait une échographie. Elle m'a dit que j'étais enceinte de triplé. J'étais choqué. J'avais peur, mais j'étais aussi heureuse. Je pensais que Jared serait heureux, lui aussi. Un des petits garçons, celui qui avait sa main sur l'épaule de Brianna, serra doucement. Brianna tendit la main et toucha la sienne. Mais le vendredi soir, Jared m'a appelé. Brianna dit, il m'a dit que nous ne pouvions plus nous voir. Il a dit que sa famille n'approuvait pas. Il a dit que c'était fini, puis il a raccroché. J'ai essayé de le rappeler, mais il a bloqué mon numéro. Je suis allé à son appartement, mais il n'a pas ouvert la porte. Après 3 jours, j'ai arrêté d'essayer. Victoria se leva lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne. C'est un mensonge. Cette femme ment pour voler cette famille. Brianna leva enfin les yeux.
Elle regarda Victoria directement. Je ne t'ai jamais contacté. Je n'ai jamais contacté personne de ta famille. J'ai élevé mes enfants seul parce que ton petit-fils a été très clair dans son choix. Tu aurais dû me le dire, dit Jared, sa voix brisée. Tu aurais dû me dire que tu étais enceinte. Pourquoi? Bryna se tourna pour le regarder pour la première fois. Pour que tu puisses me dire de me débarrasser d'eux, pour que ta famille puisse me payer pour que je m'en aille. Tu as bloqué mon numéro, Jared. Tu as été très clair. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Cela aurait-il importé? La voix de Brianna était calme, mais ses mots traversèrent la pièce. Seriez-vous resté? Auriez-vous tenu tête à votre famille? Ou auriez-vous fait exactement ce qu'ils vous ont dit de faire? Jared n'eut pas de réponse. Ils connaissaient tous les deux la vérité. Amanda attrapa son sac à main du dossier de sa chaise. « Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas te croire. » Elle regarda Jared, les larmes coulant sur son visage. « Tu m'as dit que tu n'avais pas d'enfant. Tu m'as dit que tu n'avais pas de secret. Nous sommes mariés depuis 5 ans, Jared. » 5 ans. Amanda. « Attends, savais-tu? » demanda Amanda. « Dis-moi la vérité tout de suite. Savais-tu pour ses enfants? » « Non, dit Jared. Je jure que je ne savais pas. Je ne te crois pas. » La voix d'Amanda se brisa. « Je ne crois plus rien de ce que tu dis. » Elle se tourna et sortit de la bibliothèque. Ses pas résonnèrent dans le couloir. Un instant plus tard, la porte d'entrée claqua. Emily regardait Jared comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. « Tu es sorti avec elle pendant 2 ans et tu ne nous as jamais rien dit. »« Grand-mère m'a dit d'y mettre fin, » dit Jared. Tout le monde regarda Victoria. Le visage de Victoria était dur comme la pierre. « J'ai protégé cette famille. J'ai protégé notre nom. Cette femme, elle pointa sa canne vers Brianna. Cette femme et ses enfants n'ont pas leur place ici. Ce sont les arrière-petits-enfants de Theodore, dit Robert Chen fermement. Les résultats ADN sont concluants. Theodore a rencontré Mademoiselle Thompson et les enfants en janvier. Il a passé du temps avec Marcus, Miles et Maya. Il a pris la décision de changer son testament en se basant sur son propre jugement. Il était mourant. Victoria a dit qu'il était sous médicament. Elle l'a manipulé. Je l'ai rencontré exactement 2 fois, dit Brianna. La première fois, il est venu à mon appartement à Dorchester. Il a amené des gens avec des caméras et du matériel médical. Il voulait des tests ADN. Je l'ai laissé faire les tests parce que je n'avais rien à cacher. Les résultats sont revenus prouvant que ce sont les enfants de Jared. Theodore est revenu une 2e fois 2 semaines plus tard. Il s'est assis sur mon canapé et a joué au bloc avec Marcus et Miles. Il a écouté Maya chanter une chanson qu'elle avait apprise à l'école. Puis il est parti. C'était tout. Je ne lui ai jamais demandé d'argent. Je ne lui ai jamais rien demandé. Menteuse. Victoria siffla. Tu as planifié cela. Tu as empoisonné son esprit contre sa propre famille. Votre famille a rejeté mes enfants à cause de la couleur de leur peau, dit Brianna. Sa voix était calme, mais ses mains serraient le bord de la table. Theodore m'a dit ce que tu as dit à Jared il y a 7 ans. Il m'a dit que tu l'avais menacé de le déshériter s'il ne me quittait pas. Il m'a dit que tu m'avais traité de noms terribles. Il a dit qu'il avait eu tort de rester silencieux. Il a dit qu'il voulait réparer son erreur. Tout le corps de Victoria tremblait de rage. Nous allons contester ce testament devant les tribunaux. Nous prouverons que tu l'as manipulé. Nous traînerons ton nom dans tous les journaux de cet État. Quand nous aurons fini, tu n'auras plus rien. Je n'avais déjà rien, dit Brianna calmement. J'ai élevé 3 enfants avec un salaire d'infirmière dans un appartement de 2 chambres. J'ai fait des doubles corps pour payer la garderie. J'ai acheté leurs vêtements dans des friperies. J'ai fait tout cela seul parce que ta famille a décidé que nous n'étions pas assez bien. Cet argent n'est pas pour moi. C'est pour Marcus, Miles et Maya. C'est leur héritage d'un homme qui se souciait réellement d'eux. Victoria leva sa canne et la pointa directement sur Brianna. Sa main trembla, mais sa voix était forte. Tu ne prendras pas ce qui appartient à ma famille.
Je m'assurerai que tu perdes tout. Robert Chen referma le dossier devant lui. Cette réunion est terminée. Le testament reste tel qu'écrit à moins d'être contesté devant les tribunaux. Mademoiselle Thompson, je vous contacterai demain pour discuter des prochaines étapes. Brianna se leva. Elle prit les mains de ses deux fils. Sa fille s'accrocha au pouls de sa mère. Ils sortirent ensemble de la bibliothèque sans regarder en arrière. Victoria resta assise, ses phalanges blanches sur le manche de sa canne. Elle attendit que Brianna et les enfants aient quitté le manoir. Puis elle se tourna vers les membres de la famille restants. « Tout le monde part, dit Victoria. « Sauf toi, Jared. » Emily se leva rapidement. David et Christine la suivirent. La porte se referma derrière eux. Jared resta figé sur sa chaise. Sa grand-mère le regarda avec des yeux de glace. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? » demanda Victoria. « Je ne savais pas qu'elle était enceinte, » dit Jared. « Cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui importe, c'est de réparer ce désastre. » Victoria prit son téléphone sur la table. « J'appelle Richard Morrison à Manhattan. Son cabinet gère des affaires comme celle-ci. Nous aurons aussi besoin d'enquêteurs et de consultants en médias. Grand-mère, peut-être devrions-nous nous taire. » Victoria composa un numéro et porta le téléphone à son oreille. « Richard, c'est Victoria Whitmore. J'ai besoin de ton équipe au Connecticut immédiatement. Nous avons une situation. » Elle parla au téléphone pendant 10 minutes. Quand elle raccrocha, elle fit un autre appel. Puis un autre. À la fin de l'heure, elle avait contacté 3 cabinets d'avocats différents à New York. Jared resta assis là, regardant sa grand-mère construire une armée d'avocats pour détruire la mère de ses enfants. 3 jours plus tard, Brianna monta les escaliers de son appartement à Dorchester. Marcus, Miles et Maya la suivirent. Ils montèrent au 3e étage. Le bâtiment était vieux et la peinture s'écaillait par endroits, mais il était propre et sûr. Brianna déverrouilla la porte et les enfants entrèrent. L'appartement avait 2 chambres, une petite salle de bain, une cuisine et un salon. Les meubles étaient vieux mais confortables. Des jouets étaient empilés dans des bacs en plastique contre un mur. Des livres remplissaient une courte étagère près de la fenêtre. Marcus s'assit sur le canapé. Miles et Maya s'assirent de chaque côté de lui. Les 3 enfants regardèrent leur mère avec des questions dans les yeux. « Maman, qui étaient toutes ces personnes? » demanda Maya. Brianna s'assit sur la chaise en face d'eux. Elle était fatiguée. Le trajet de retour du Connecticut avait pris 2 heures. Ces personnes étaient la famille de votre père. « Nous avons un père? » demanda Miles. Brianna savait que cette conversation viendrait un jour. Elle ne s'attendait juste pas à ce que cela se produise de cette façon. « Oui, vous avez un père. Il s'appelle Jared. Il y a longtemps avant votre naissance, lui et moi étions ensemble. Mais il a décidé qu'il ne voulait plus être avec moi anymore. »« Pourquoi pas? » demanda Marcus. « Parfois, les gens font des choix que nous ne comprenons pas, » dit Brianna prudemment. « Il a fait son choix. Je vous ai eus tous les 3. Et je me suis occupée de vous toute seule depuis. Est-ce qu'il savait pour nous? » La voix de Maya était petite. « Non, chérie, il ne savait pas. Allons-nous le voir? » demanda Miles. « Je ne sais pas encore, » dit Brianna. « Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur nous. Rien n'a changé. Nous sommes toujours une famille. Nous nous avons toujours les uns les autres. » Marcus regarda sa mère avec des yeux sérieux. Ces gens étaient en colère. Oui, ils l'étaient. Avons-nous fait quelque chose de mal? Brianna se leva de sa chaise et s'agenouilla devant le canapé. Elle prit les mains de Marcus dans les siennes. Non, vous n'avez rien fait de mal. Aucun de vous n'a rien fait de mal. Vous êtes parfait exactement comme vous êtes. Alors pourquoi était-il si en colère? Demanda Miles. Parce que parfois les gens se soucient plus de l'argent que de faire ce qui est juste, dit Brianna. Mais nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour eux. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. Maya étreignit sa mère. Puis Marcus et Miles la rejoignirent. Brianna tint ses 3 enfants et essaya de ne pas pleurer. Cette nuit-là, après que les enfants eurent dormi dans leur chambre,
Brianna s'assit à la petite table de cuisine. Elle se fit une tasse de thé et regarda les factures empilées à côté de la cuisinière. Le loyer était dû dans 2 semaines. Elle avait un quart de travail à l'hôpital général du Massachusetts demain soir de 19 heures à 3 heures du matin. La vie continuait comme toujours. Le lendemain matin, quelqu'un frappa à la porte de l'appartement. C'était samedi, 9h30 du matin. Brianna regarda par le Judas. Jared se tenait dans le couloir. Il tenait des fleurs et 3 cadeaux emballés. Il semblait ne pas avoir dormi. Son costume de la lecture du testament était parti. Il portait un jean et une chemise froissée. Brianna n'ouvrit pas la porte. Jared frappa à nouveau. « Brianna, je sais que tu es là. S'il te plaît, je veux juste parler. » Elle resta silencieuse. « Je suis désolé, » dit Jared à travers la porte. « Je suis tellement désolé. Je ne savais pas que tu étais si sainte. Tu dois me croire. Si j'avais su, j'aurais. »« Va-t'en, Jared. » Brianna dit. « S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. »« Non, ce sont mes enfants aussi. Maintenant, ils le sont. » Brianna dit. « Où étais-tu il y a 6 ans? Où étais-tu quand j'ai été en travail pendant 14 heures? Où étais-tu quand ils étaient malades et que j'ai dû manquer le travail? Où étais-tu quand Maya faisait des cauchemars et que Marcus demandait pourquoi il n'avait pas de papa? » La voix de Jared se brisa. « Je ne savais pas. Pars, Jared. Je n'ouvre pas cette porte. » Elle l'entendit se tenir là, respirant. Finalement, ses pas s'éloignèrent dans le couloir, mais il revint le lendemain. Et le jour d'après, le 4e jour, Brianna ouvrit la porte. Le visage de Jared s'emplit d'espoir. Elle leva la main avant qu'il ne puisse parler. « Arrête de venir ici, » dit Brianna. « Arrête d'apparaître chez moi. Mes enfants ne te connaissent pas. Tu es un étranger pour eux. Je veux changer cela, » dit Jared. « Je veux être leur père. Tu n'as plus le droit de décider cela. Tu as fait ton choix il y a 7 ans. J'avais peur. Ma grand-mère a menacé de me déshériter. Je ne savais pas comment lui tenir tête. Alors, tu m'as jeté comme si je n'étais rien. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. Avoir tort ne répare rien. » Brianna dit, « Tu ne nous as pas choisis quand ça comptait. Tu n'as pas le droit de nous choisir maintenant parce qu'il y a de l'argent en jeu. Ce n'est pas une question d'argent. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que ta grand-mère engage des avocats pour tout prendre à mes enfants. Est-ce que tu l'aides à faire ça? » Jared baissa les yeux. « Non, je ne l'aide pas. »« Mais tu ne l'arrêtes pas non plus, » dit Brianna. « Tu fais la même chose que tu as faite il y a 7 ans. » Rien. Elle lui ferma la porte au nez. Au cours des 2 semaines suivantes, des colis arrivèrent à l'appartement. Des jouets pour les enfants, des livres, des animaux en peluche, des cartes avec l'écriture de Jared. Brianna refusa chaque livraison. Elle renvoya tout. Puis les lettres commencèrent à arriver. De longues lettres écrites sur du papier couleur crème. Jared s'excusant encore et encore. Jared expliquant comment sa grand-mère le contrôlait. Jared suppliant pour une chance de rencontrer Marcus, Miles et Maya. Brianna mit les lettres dans une boîte à chaussures sans les lire. Elle plaça la boîte sur l'étagère supérieure de son placard. Au travail, les collègues de Brianna remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Son amie Destiny la tira à part pendant leur pause à la cafétéria de l'hôpital. « Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? » demanda Destiny. C'était une infirmière de la même unité, 35 ans, avec des yeux gentils. Brianna était trop fatiguée pour continuer à faire semblant que tout allait bien. Elle raconta à Destiny toute l'histoire à propos de Jared, du testament, des 800 millions de dollars que ses enfants venaient d'hériter. La bouche de Destiny tomba. « 800 millions? Tu es sérieuse? » Sa grand-mère se bat en justice. Elle dit que j'ai manipulé Theodore. L'as-tu fait? Non. J'ai rencontré l'homme 2 fois. Il est venu à moi. Je n'ai jamais rien demandé. Destiny secoua la tête incrédule. C'est fou. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. L'avocat a dit d'attendre, mais j'ai peur, Destiny. Et s'ils le prennent à mes enfants? Et s'ils trouvent un moyen de prouver que je ne le mérite pas?
Tes enfants le méritent, dit Destiny fermement. Ce sont ses arrière-petits-enfants. Ils ont son sang. La famille ne peut pas changer cela. Mais Brianna savait que les gens avec de l'argent et du pouvoir pouvaient changer presque n'importe quoi. 3 jours plus tard, un homme en costume frappa à la porte de Brianna à 19h10. Elle ouvrit avec la chaîne de sécurité toujours attachée. « Brianna Thompson ?» demanda l'homme. « Oui. » Il lui tendit une enveloppe par l'espace de la porte. « Vous avez été signifié. » Puis il s'éloigna. Brianna ferma la porte et ouvrit l'enveloppe. Ses mains commencèrent à trembler alors qu'elle lisait le document à l'intérieur. C'était une assignation à comparaître. Elle devait comparaître à Hartford, Connecticut, dans 2 semaines avec Marcus, Miles et Maya. La famille Whitmore contestait officiellement le testament. Brianna appela Robert Chen le lendemain matin. Il répondit au 2e coup. « J'ai reçu les documents judiciaires. Brianna dit qu'ils veulent que j'amène les enfants. Je sais. » Robert Chen dit que la famille Whitmore a déposé une contestation formelle hier. Ils affirment que Theodore manquait de capacité mentale lorsqu'il a changé le testament. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils disent qu'il ne pensait pas clairement à cause de sa maladie et de ses médicaments. Ils soutiendront qu'il a été facilement manipulé. Je l'ai rencontré 2 fois. Brianna dit, « Je sais. Nous prouverons cela, mais d'abord, ils exigent de nouveaux tests ADN. Le juge a approuvé la demande ce matin. Theodore avait déjà fait des tests ADN. Les avocats des Whitmore disent que ces tests ne peuvent pas être fiables parce que Theodore les a lui-même ordonnés. Ils veulent des tests indépendants effectués par le tribunal. » Brianna ferma les yeux. « Quand? » »« Vendredi. Je vous enverrai l'adresse de l'établissement. Amenez les 3 enfants. » Le vendredi après-midi, Brianna conduisit Marcus, Miles et Maya à un bâtiment médical du centre-ville de Boston. Le bâtiment était grand avec des fenêtres en verre. À l'intérieur, les couloirs étaient blancs et sentaient des produits de nettoyage. Les enfants restèrent près de leur mère. Une femme en tenue de soignante les conduisit dans une petite pièce. « Nous avons juste besoin d'un simple frottis buccal de chaque enfant, » dit-elle. « Ça ne fera pas mal du tout. » Mais quand la femme s'approcha avec les cotons-tiges, Maya commença à pleurer. « Je ne veux pas. »« C'est bon, chérie, » dit Brianna. Elle s'agenouilla et tint les mains de Maya. « Tu te souviens quand le dentiste a vérifié tes dents? C'est comme ça. Elle va juste frotter l'intérieur de ta joue. Pas d'aiguille, je promets. »« Pas d'aiguille? » demanda Maya. « Pas d'aiguille? » Maya laissa la femme frotter l'intérieur de sa joue. Puis Marcus et Miles firent de même. Le tout prit moins de 5 minutes. « Tu vois, » dit Brianna, « ce n'était pas si mal. On peut avoir de la glace maintenant? » demanda Miles. « Oui, on peut avoir de la glace. » Ils quittèrent le bâtiment et marchèrent jusqu'à un magasin de glace à 2 pâtés de maison. Brianna les laissa chacun choisir le parfum qu'ils voulaient. Elle s'assit avec eux à une petite table près de la fenêtre et les regarda manger. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas que des gens essayaient de leur enlever leur avenir. Les résultats ADN arrivèrent 5 jours plus tard. Robert Chen appela Brianna au travail pendant sa pause. « Les résultats sont concluants, » dit-il. « Jared est le père biologique. Le tribunal l'a vérifié. »« Bien, » dit Brianna. « Mais les avocats des Whitmore passent déjà à leur prochain argument. Ils affirment que vous êtes une mère indigne. » La main de Brianna se serra sur le téléphone. « Quoi? Ils ont déposé des documents ce matin. Ils disent que les enfants seraient mieux sous la garde de Jared parce que vous vivez dans un quartier dangereux et travaillez des heures irrégulières. Je les ai élevés pendant 6 ans toute seule. Ils sont heureux et en bonne santé. Je sais. Nous prouverons cela aussi. Mais vous devez vous préparer. Cela va s'aggraver avant de s'améliorer. » 2 jours plus tard, Brianna dut comparaître devant un tribunal à Hartford pour interrogatoire. Robert Chen était assis à côté d'elle à une longue table. En face d'eux étaient assis 3 avocats en costume coûteux. Ils représentaient la famille Whitmore. L'avocat principal était un homme nommé Richard Morrison.
Il avait la soixantaine avec des cheveux gris et des yeux froids. Il ouvrit un dossier et regarda Brianna. « Mademoiselle Thompson, combien d'hommes avez-vous fréquenté avant de rencontrer Jared Whitmore? » Robert Chen l'interrompit. « Ce n'est pas pertinent. C'est pertinent pour établir un modèle. » Richard Morrison dit que la juge, une femme nommée Patricia Hayes, hocha la tête. « Répondez à la question, Mademoiselle Thompson. »« 3, dit Brianna. « Et combien de temps ont duré ces relations? » L'une a duré 6 mois, l'une 1 an, l'une 3 mois. Donc, vous avez un historique de relations à court terme. Richard Morrison dit, « J'étais jeune, j'étais en école d'infirmière. Je sortais comme tout le monde. Comment pouvez-vous être certaine que Jared Whitmore est le père de vos enfants? » Brianna le fixa. « Parce que le test ADN que vous avez exigé vient de le prouver. Mais vous ne le saviez pas il y a 7 ans quand vous êtes tombée enceinte. Vous auriez pu être avec d'autres hommes, je ne l'étais pas. Vous demandez à ce tribunal de croire que vous étiez fidèle à un homme qui a rompu avec vous. Nous n'avons rompu qu'après que j'étais déjà enceinte. Je ne le savais juste pas encore. » Richard Morrison feuilleta des papiers dans son dossier. « Vous vivez au 87 Dorchester Avenue à Boston. C'est exact? » « Oui. Ce quartier a l'un des taux de criminalité les plus élevés du Massachusetts. C'est là où je peux me permettre de vivre. Alors, vous admettez que vos enfants vivent dans un environnement dangereux. Mes enfants sont en sécurité. Nous vivons dans un bon immeuble. Ils vont à une bonne école. Ils ont des amis et des professeurs qui se soucient d'eux. » Richard Morrison sortit une photographie et la posa sur la table. Elle montrait l'immeuble d'appartement de Brianna. La photo avait été prise sous un angle qui donnait à l'immeuble un air délabré et menaçant. « C'est là que les arrière-petits-enfants de Theodore Whitmore sont élevés, » dit Richard Morrison, dans un immeuble de 3 étages sans ascenseur dans une zone à forte criminalité. Robert Chen posa ses propres papiers sur la table. « Mademoiselle Thompson n'a jamais manqué un paiement de loyer en 6 ans. Elle n'a jamais été expulsée. Elle n'a jamais été arrêtée. Elle a un excellent crédit. Elle travaille à temps plein comme infirmière diplômée dans l'un des meilleurs hôpitaux de Boston. Elle travaille de nuit. » Richard Morrison dit, « Qui garde les enfants quand elle est partie? Une gardienne d'enfants agréée? » Brianna dit, « Madame Chen au 2e étage. Elle les garde depuis qu'ils sont bébés. Donc, des étrangers élèvent vos enfants pendant que vous travaillez. Les mères qui travaillent à Digicil, M. Morrison, je ne suis pas la première. » L'interrogatoire continua pendant 2 heures de plus. Ils posèrent des questions sur ses finances, son emploi du temps, son milieu familial, ses amis. Ils essayèrent de la faire paraître irresponsable et insouciante. Mais Brianna répondit à chaque question calmement et clairement. Quand ce fut fini, Robert Chen raccompagna Brianna à sa voiture. « Vous avez bien fait là-dedans, dit-il. Ils essaient de me faire passer pour une mauvaise mère. Ils sont désespérés, mais nous avons des preuves de notre côté. J'ai recueilli des lettres des professeurs de vos enfants, de la gardienne, de votre superviseur à l'hôpital. Tout le monde dit la même chose. Vous êtes une excellente mère et vos enfants s'épanouissent. Cela suffira-t-il? Je pense que oui. Mais il y a une chose de plus. » Robert Chen lui tendit une autre enveloppe. « Ceci est arrivé à mon bureau ce matin. C'est d'Amanda Whitmore. Elle demande le divorce de Jared. » Brianna prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. « Pourquoi me dites-vous cela? » « Parce que cela montre que la famille Whitmore s'effondre. Amanda est furieuse. Elle réclame la moitié de tout ce que Jared possède. Et elle a dit à plusieurs personnes qu'elle croit que vous dites la vérité sur le fait de ne pas connaître Theodore. » Le même après-midi, Jared était assis à son bureau chez Whitmore Industries quand quelqu'un frappa à la porte de son bureau. Son assistant ouvrit la porte et un homme en costume entra. « Jared Whitmore? » demanda l'homme. « Quoi soit faire? »« Quoi? » L'homme posa une enveloppe sur le bureau de Jared. « Vous avez été signifié. » Jared ouvrit l'enveloppe. Papier de divorce. Amanda demandait le divorce et la moitié de ses économies personnelles, sa voiture, et une partie de son futur héritage s'il en recevait.
Il essaya d'appeler Amanda, mais elle ne répondit pas. Il essaya d'appeler Brianna, mais son numéro était bloqué. Il resta seul dans son bureau, fixant les papiers. Cette nuit-là, Victoria fut admise à l'hôpital de Greenwich avec une tension artérielle élevée et des douleurs thoraciques. Le stress détruisait son corps. Emily vint de son appartement à Stamford pour voir sa grand-mère à l'hôpital. Victoria était allongée dans le lit avec des moniteurs bipant autour d'elle. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient vifs. « Laisses-tu tomber le procès? » demanda Emily. « Jamais, » dit Victoria. « Grand-mère, cela te tue. Ta tension artérielle est au plafond. Le médecin a dit que tu pourrais avoir un AVC. Je m'en fiche. Cette femme n'aura pas notre argent. » Emily se leva. « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire partie de cette famille. »« Assieds-toi, Emily. »« Non. Je déménage en Floride. J'ai une offre d'emploi à Tampa. Je pars la semaine prochaine. Si tu pars, tu choisis son camp plutôt que ta famille. Il n'y a pas de camp, grand-mère. Ces enfants sont aussi de la famille. Ils ont notre sang. Jared est leur père, que nous le voulions ou non. » Le moniteur cardiaque de Victoria commença à biper plus vite. Une infirmière entra dans la pièce. « Vous devez partir. Elle doit rester calme. » Emily regarda sa grand-mère une dernière fois, puis elle sortit. Victoria sortit de l'hôpital 3 jours plus tard. La première chose qu'elle fit fut d'appeler Richard Morrison. « Je me fiche de ce que ça coûte, » Victoria dit. « Détruisez-la. » 2 semaines plus tard, Robert Chen appela Brianna à 8 heures du matin. Le juge a ordonné une audience finale. Il dit « Dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui, cette audience décidera de tout. » L'audience finale était prévue pour le 15 mai à 10 heures du matin. Brianna avait à peine dormi la nuit précédente. Elle se leva à 5 heures, se doucha et enfila la seule robe professionnelle qu'elle possédait. Elle était bleu foncé et elle l'avait achetée dans un magasin discount il y a 3 ans. Destiny vint à 7 heures pour rester avec Marcus, Miles et Maya. Le juge avait statué que les enfants n'avaient pas besoin d'être présents. « Tu as ça, » dit Destiny, en serrant Brianna dans ses bras à la porte. « Ces bébés sont les tiens et personne ne peut te l'enlever. » Brianna conduisit seule à Hartford. L'autoroute était calme tôt le matin. Elle arriva au palais de justice à 9h15 et trouva Robert Chen l'attendant sur les marches. « Prête? » demanda-t-il. « Non, » dit Brianna, « mais faisons-le quand même. » Ils passèrent la sécurité et prirent un ascenseur jusqu'au 4e étage. La salle d'audience était grande avec des murs lambrissés de bois et des rangées de bancs. Victoria était assise au premier rang, côté droit. 3 avocats en costume sombre étaient assis à la table devant elle. Richard Morrison était au centre, organisant des papiers. Brianna s'assit du côté gauche avec Robert Chen. Elle regarda autour de la salle d'audience. Plus de gens étaient là qu'elle ne s'y attendait. Le personnel du tribunal, quelques journalistes au dernier rang, et Jared. Il était assis seul au dernier rang du côté de Victoria. Il avait l'air terrible. Son visage était pâle et il avait des cernes sous les yeux. Quand il vit Brianna le regarder, il essaya d'établir un contact visuel. Elle détourna le regard. À 10 heures exactement, un huissier se leva, tous debout. La Cour supérieure du comté de Hartford est maintenant en session. L'honorable juge Margaret Pearson préside. Tout le monde se leva à l'entrée de la juge Pearson. Elle avait la soixantaine avec des cheveux gris tirés en un chignon. Elle portait une robe noire et se tenait avec une autorité tranquille. Elle s'assit au banc et tout le monde s'assit. C'est l'audience finale concernant la succession de Theodore James Whitmore. La juge Pearson dit « Nous sommes ici pour déterminer la validité du testament daté du 10 février. Monsieur Morrison, vous pouvez présenter vos arguments de clôture. » Richard Morrison se leva. Il boutonna sa veste de costume et marcha vers le centre de la salle d'audience. « Votre honneur, cette affaire concerne un homme mourant dont on a profité dans ces derniers jours. » Richard Morrison commença. « Theodore Whitmore a bâti un empire d'une valeur de 800 millions de dollars en 60 ans. C'était un homme d'affaires brillant. Mais dans ces derniers mois, il a été affaibli par un cancer du pancréas.
Il était sous morphine pour la douleur. Il était sous anxiolytique. Il était confus et vulnérable. Richard Morrison sortit des dossiers médicaux et les posa sur une table où le juge pouvait les voir. Ces dossiers montrent que Theodore s'est vu prescrire de fortes doses de médicaments contre la douleur en janvier et février. Des experts médicaux confirmeront que ces médicaments peuvent causer de la confusion, une perte de mémoire et un jugement altéré. C'est l'état dans lequel se trouvait Theodore lorsque Mademoiselle Thompson est apparue dans sa vie. Brianna sentit sa mâchoire se serrer. Elle voulut se lever et crier qu'elle n'était jamais apparue dans la vie de personne. Theodore l'avait trouvée, mais Robert Chen posa doucement une main sur son bras. Mademoiselle Thompson affirme qu'elle n'a jamais demandé d'argent à Theodore. Richard Morrison continua. Mais elle n'avait pas à demander. Theodore a rencontré ses enfants. Il les a vus vivre dans la pauvreté. Il s'est senti coupable. Elle a manipulé ses sentiments. Elle a utilisé sa culpabilité pour le convaincre de changer un testament qui avait été en place pendant 20 ans. Richard Morrison désigna Brianna. Cette femme veut que ce tribunal croie que Theodore Whitmore, un homme qui a passé toute sa vie à bâtir la sécurité pour sa famille, donnerait tout à 3 enfants qu'il a rencontrés 1 ou 2 fois. Cela défie la logique, cela défie la raison. La seule explication est qu'il n'était pas dans son état normal. Il se tourna de nouveau vers la juge Pearson. La famille Whitmore ne conteste pas ce testament par préjugé ou haine. Ils le contestent parce qu'ils savent que leur grand-père a été manipulé. Ils savent que ce testament ne reflète pas ses véritables souhaits. Nous demandons à ce tribunal d'invalider le testament du 10 février et de restaurer le testament précédent de 2011. Richard Morrison s'assit. Victoria hocha la tête avec approbation. La juge Pearson regarda Robert Chen. « Monsieur Chen, vos arguments de clôture. » Robert Chen se leva. Il était calme et sa voix était posée. « Votre honneur, l'autre partie a passé 3 mois à essayer de prouver que Theodore Whitmore était mentalement incompétent. Ils ont échoué. Le médecin personnel de Theodore a témoigné qu'il était lucide jusqu'au jour de sa mort. Ses partenaires commerciaux ont témoigné qu'il était vif lors des réunions. Ses infirmières ont témoigné qu'il savait exactement ce qu'il faisait. » Robert Chen se dirigea vers le banc du juge. « La vérité est simple. Theodore a engagé des enquêteurs pour trouver tous ses héritiers. Ces enquêteurs ont trouvé Mademoiselle Thompson et ses enfants. Les tests ADN ont prouvé que les enfants sont la descendance biologique de Jared Whitmore. Theodore les a rencontrés. Il s'est excusé pour le comportement de sa famille et il a fait un choix. Il a choisi de laisser sa fortune à des enfants innocents qui avaient été rejetés à cause de leur race. » Robert Chen se tourna et regarda Victoria. « La famille Whitmore ne veut pas que ce tribunal croie que Theodore était confus. Ils veulent que ce tribunal ignore le fait qu'ils ont rejeté 3 enfants parce que leur mère est noire. Ils veulent effacer l'existence de ces enfants. » Il retourna à sa table et prit une tablette. « Votre honneur, j'ai une dernière preuve. Avec votre permission, j'aimerais diffuser une vidéo. » La juge Pearson hocha la tête. « Procédez. » Un grand écran fut roulé dans la salle d'audience. Robert Chen connecta sa tablette à l'écran. Les lumières s'atténuèrent légèrement. La vidéo commença. Theodore Whitmore apparut à l'écran. Il était assis dans un lit, portant un pyjama bleu clair. Du matériel médical était visible en arrière-plan. Son visage était émacié et sa peau pâle, mais ses yeux étaient clairs et concentrés. Il regarda directement la caméra. « Mon nom est Theodore James Whitmore, » dit-il. Sa voix était faible, mais stable. « Aujourd'hui, c'est le 8 février. Je fais cette vidéo parce que je sais que ma famille contestera mon testament après ma mort. Je veux qu'il n'y ait aucun doute sur mes intentions ou mon état mental. » La salle d'audience était complètement silencieuse. Même Victoria resta figée, fixant l'écran. « Il y a 6 mois, j'ai engagé des enquêteurs privés, » continua Theodore. « Je leur ai demandé de chercher des héritiers que je pourrais ne pas connaître. J'ai fait cela parce que je voulais connaître la vérité. Les enquêteurs ont trouvé Brianna Thompson
et ses 3 enfants et Boston, Marcus, Miles et Maya. J'ai ordonné des tests ADN. Les résultats ont prouvé qu'ils sont mes arrière-petits-enfants. Ce sont les enfants de Jared. Theodore fit une pause et prit une lente inspiration. Quand j'ai appris l'existence de ces enfants, j'ai contacté Brianna. J'ai demandé à les rencontrer. Elle était hésitante au début. Elle pensait que j'étais là pour la menacer ou pour enlever les enfants, mais je l'ai convaincue que je voulais juste rencontrer mes arrière-petits-enfants. À l'écran, les yeux de Theodore devinrent humides. J'ai rencontré Marcus, Miles et Maya le 14 janvier. Ils sont venus à cette maison. Ils étaient timides au début, mais ensuite Marcus m'a montré un livre qu'il lisait. Miles m'a montré ses dessins. Maya m'a chanté une chanson. Ce sont de beaux enfants. Ils sont intelligents et gentils. Et ma famille les a rejetés parce que leur mère est noire. Les mains de Victoria serrèrent sa canne si fort que ses phalanges devinrent blanches. Je ne suis pas confus, dit Theodore fermement. Je ne suis pas manipulé. Je prends cette décision en pleine connaissance de ce que cela signifie. Je laisse toute ma succession à Marcus, Miles et Maya parce qu'ils sont innocents. Ils n'ont rien fait de mal. Ma famille les a rejetés à cause du racisme. Je ne laisserai pas le racisme déterminer qui mérite mon héritage. Theodore se pencha légèrement en avant. Brianna Thompson ne m'a jamais demandé d'argent. Elle ne m'a jamais rien demandé. Elle a élevé 3 enfants seule pendant que ma famille vivait dans le confort. C'est une bonne mère. Elle travaille dur. Elle mérite le respect, pas des accusations. Il se cala contre ses oreillers. Je fais cela parce que c'est juste. Ma famille sera en colère. Ils diront des choses terribles sur Brianna. Ils contesteront ce testament avec tout ce qu'ils ont. Mais je demande au tribunal d'honorer mes souhaits. Donner à ces enfants ce qu'ils méritent. Donnez-leur l'avenir que ma famille a essayé de leur enlever. La vidéo se termina. L'écran devint sombre. Personne ne bougea. Personne ne parla. Plusieurs personnes dans la salle d'audience avaient des larmes sur le visage. La juge Pearson regarda Victoria, puis Brianna. Elle prit son maillet. Je suis prête à rendre ma décision. La juge Pearson posa ses mains à plat sur le banc devant elle. Elle regarda les papiers étalés devant elle, puis les personnes dans la salle d'audience. J'ai examiné toutes les preuves présentées au cours des 3 derniers mois. La juge Pearson dit « J'ai examiné les dossiers médicaux, les résultats des tests ADN, les témoignages de témoins et la déclaration vidéo de Theodore Whitmore lui-même. » Brianna retint son souffle. Robert Chen resta parfaitement immobile à côté d'elle. « Les tests ADN sont concluants, » continua la juge Pearson. « Marcus, Miles et Maya Thompson sont les enfants biologiques de Jared Whitmore. Ce sont les arrière-petits-enfants de Theodore Whitmore. Ce fait n'est pas contesté. » Richard Morrison commença à se lever, mais la juge Pearson leva la main. La question centrale dans cette affaire est de savoir si Theodore Whitmore avait la capacité mentale de changer son testament le 10 février. La famille Whitmore a soutenu qu'il était affaibli par des analgésiques et facilement manipulé. Cependant, les preuves ne soutiennent pas cette affirmation. La juge Pearson prit un document. Le médecin de Theodore, le docteur Alan Martinez, a témoigné que Theodore était mentalement lucide jusqu'à ses derniers jours. Son partenaire commercial, M. Howard Chen, a témoigné que Theodore a assisté à des réunions et a pris des décisions judicieuses en janvier et février. Ses infirmières ont témoigné qu'il comprenait tout ce qui se passait autour de lui. La respiration de Victoria s'accéléra. Son visage devenait rouge. Plus important encore, la juge Pearson dit que Theodore lui-même a fourni un témoignage clair sur son état mental. La vidéo que nous venons de regarder montrait un homme qui comprend exactement ce qu'il fait et pourquoi. Il a anticipé cette contestation juridique. Il s'est assuré de documenter son raisonnement et sa conscience. La juge Pearson regarda directement Richard Morrison. La famille Whitmore a également suggéré que Mlle Thompson avait manipulé Theodore. Encore une fois, les preuves ne soutiennent pas cela.
Tous les témoignages et dossiers montrent que Theodore a initié le contact avec Mademoiselle Thompson et non l'inverse. Elle ne l'a pas cherché. Elle n'a pas demandé d'argent. Theodore a pris une décision indépendante basée sur ses propres valeurs. Brianna sentit des larmes monter derrière ses yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Ce tribunal reconnaît que la décision de Theodore Whitmore a contrarié sa famille, dit la juge Pearson. Mais être contrarié n'invalide pas un testament légal. Theodore avait le droit de laisser sa succession à qui il voulait. Il a choisi ses arrière-petits-enfants qui avaient été rejetés par cette famille. La juge Pearson prit son maillet. Ce tribunal juge que le testament daté du 10 février est valide et juridiquement contraignant. Marcus Miles et Maya Thompson sont les seuls héritiers de la succession de Theodore James Whitmore, évaluée à environ 800 millions de dollars. La succession sera détenue en fiducie jusqu'à ce que chaque enfant atteigne l'âge de 25 ans. Mademoiselle Brianna Thompson est par la présente nommée fiduciaire avec pleine autorité pour gérer tous les actifs, propriétés et intérêts commerciaux jusqu'à ce moment. Le maillet frappa d'un coup sec. Cette affaire est close. Victoria se leva d'un bond. Non. Sa voix remplit la salle d'audience. C'est faux. Vous ne pouvez pas. Ses mots s'arrêtèrent soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent. La canne lui tomba des mains et claqua sur le sol. Son corps pencha vers la gauche. Grand-mère. Jared sauta du dernier rang. La bouche de Victoria s'ouvrit, mais seuls des sons inarticulés en sortirent. Le côté gauche de son visage s'affaissa. Son bras gauche pendait mollement à ses côtés. Elle s'effondra sur son siège puis glissa sur le sol. Que quelqu'un appelle le 911. Richard Morrison cria. Un huissier était déjà sur son téléphone. J'ai besoin d'une ambulance à la Cour supérieure d'Hartford. Salle d'audience 4. Femme dans la 80aine. Possible AVC. Des gens se précipitèrent vers Victoria. Jared se fraya un chemin à travers la foule et s'agenouilla à côté de sa grand-mère. « Grand-mère, m'entendez-vous? » Les yeux de Victoria étaient ouverts mais flous. De la bave coulait du coin gauche de sa bouche. Elle essaya de parler, mais les mots ne se formèrent pas. Brianna resta figée à sa table. Ne ressentit aucune satisfaction en voyant Victoria s'effondrer. Elle se sentait juste fatiguée. « Nous devrions y aller, » Robert Chen dit doucement. « N'est-ce pas? Les ambulanciers arrivent. Nous ne pouvons rien faire ici. » Brianna laissa Robert Chen la guider hors de la salle d'audience. Dans le couloir, des gens couraient vers la salle d'audience avec du matériel médical. Brianna et Robert Chen marchèrent vers les ascenseurs. Ils descendirent en silence. Quand ils atteignirent le rez-de-chaussée, Robert Chen se tourna vers elle. « Vous avez gagné, dit-il. Le testament est valide. Vos enfants sont les héritiers. C'est fini. » Cela ne semble pas fini, dit Brianna. La bataille juridique est terminée. Maintenant vient la partie difficile. Gérer la succession, diriger l'entreprise, protéger vos enfants de l'attention. Je ne sais pas comment faire tout cela. Vous apprendrez et je vous aiderai. Robert Chen lui serra la main. Rentrez chez vous auprès de vos enfants. Je vous appellerai demain et nous commencerons à faire des projets. Brianna sortit sous le soleil éclatant de mai. Elle trouva sa voiture dans le parking souterrain et s'assit sur le siège du conducteur sans démarrer le moteur. Elle fixa le volant. Ses enfants étaient millionnaires. Ses enfants possédaient une entreprise. Ses enfants avaient hérité d'un empire d'un homme qu'ils n'avaient rencontré qu'une fois. Elle ne savait pas quoi faire de cette information. Finalement, elle démarra la voiture et sortit du garage. Le trajet de retour à Boston prit 2 heures. Elle alluma la radio mais n'entendit pas vraiment la musique. Son esprit était trop plein. Quand elle se gara devant son immeuble à Dorchester, il était presque 15 heures du temps. Elle monta les escaliers jusqu'au 3e étage et déverrouilla la porte. Maman. Les 3 enfants coururent vers elle. Marcus arriva le premier. Miles et Maya étaient juste derrière lui. Ils l'enlacèrent par la taille. Destiny se tenait dans l'embrasure, à l'heure de la cuisine. « Eh bien, nous avons gagné, » dit Brianna.
Le visage de Destiny se fendit d'un immense sourire. Je savais que tu gagnerais. Les enfants levèrent les yeux vers leur mère avec des questions dans les yeux. Qu'est-ce que nous avons gagné? Demanda Maya. Brianna s'agenouilla pour être à leur niveau. Vous vous souvenez de l'arrière-grand-père Théodore, l'homme qui est venu nous rendre visite? Les 3 enfants hochèrent la tête. Il vous a laissé un cadeau, un très grand cadeau. Il vous a laissé de l'argent pour vous aider quand vous grandirez, pour l'université, pour tout ce que vous voulez faire de votre vie. Combien d'argent? Demanda Marcus. Il était toujours le plus pragmatique. Beaucoup, dit Brianna, plus que nous n'aurons jamais besoin. Mais cela ne change pas qui nous sommes. Nous sommes toujours nous. Nous sommes toujours une famille. D'accord, dirent les enfants ensemble. Destiny resta 1 heure de plus à poser des questions et à célébrer. Quand elle partit enfin, Brianna prépara le dîner pour les enfants. Du poulet et du riz, le même repas qu'ils mangeaient chaque jeudi. Après le dîner, ils regardèrent un film ensemble, puis l'heure du bain et des histoires, et les couchers. Tout était exactement comme toujours, mais aussi complètement différent. Après que les enfants eurent dormi, Brianna s'allongea dans son propre lit, fixant le plafond. L'appartement était silencieux, sauf le bruit de la circulation à l'extérieur. Elle pensa à Theodore et à son message vidéo. Elle pensa à Victoria s'effondrant dans la salle d'audience. Elle pensa à Jared assis seul au dernier rang. Elle pensa à ses enfants et à ce que cet argent signifierait pour eux. Est-ce que cela les changerait? Grandiraient-ils en pensant qu'ils étaient meilleurs que les autres? Oublieraient-ils d'où ils venaient? Elle se promit de ne pas laisser cela arriver. Elle s'assurerait que Marcus, Miles et Maya comprennent la valeur du travail acharné et de la gentillesse. L'argent ne les définirait pas. Mais même en faisant cette promesse, le doute s'insinua. Comment 800 millions de dollars ne pourraient-ils pas tout changer? Elle se roula sur le côté et regarda l'horloge. Il était plus de minuit. Elle avait besoin de dormir. Demain, Robert Chen appellerait avec une liste de choses à faire, des papiers à signer, des décisions à prendre. Sa vie était sur le point de devenir quelque chose de complètement nouveau. Elle ferma les yeux et essaya de se reposer. À Stamford, Connecticut, Jared était assis dans son petit appartement, son téléphone à la main. Il essaya d'approcher Brianna à l'extérieur du palais de justice, mais Robert Chen s'était interposé. Chen avait regardé Jared avec des yeux froids et avait dit « Restez loin de ma cliente, demande. » Alors Jared était resté à l'écart. Il était rentré seul à son appartement. Sa grand-mère était à l'hôpital. Sa sœur ne répondait pas à ses appels. Sa femme avait divorcé de lui 2 semaines auparavant. Il n'avait personne. Il regarda les photos de Marcus, Miles et Maya que Brianna avait postées en ligne il y a des mois. 3 beaux enfants aux yeux verts, ses enfants qui ne le connaissaient pas. Il se demanda si jamais il le ferait. Robert Chen appela Brianna le lendemain matin à 9 heures. Elle préparait le petit déjeuner pour les enfants quand son téléphone sonna. « Pouvez-vous me rencontrer à mon bureau demain? » demanda Robert Chen. « Nous devons discuter de ce que signifie être fiduciaire. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Quel genre de décisions? Des décisions financières, des décisions commerciales. Vous contrôlez maintenant toute la succession de Theodore. Cela inclut Whitmore Industries. » Brianna dut s'asseoir. L'entreprise emploie 400 personnes. Elle génère environ 50 millions de dollars chaque année. En tant que fiduciaire, vous avez pleine autorité sur toutes les opérations commerciales. Je suis infirmière. Je ne sais rien de la gestion d'une entreprise. Vous aurez des conseillers pour vous aider, mais les décisions finales sont les vôtres. Le lendemain, Brianna prit le train pour le bureau de Robert Chen dans le centre-ville de Boston. Le bureau était au 20e étage d'un immeuble en verre. La salle d'attente avait des chaises en cuir et des œuvres d'art au mur. Une secrétaire conduisit Brianna à une grande salle de conférence. Robert Chen était déjà là avec 3 autres personnes, 2 hommes et une femme, tous portant des costumes coûteux. Brianna,
Ce sont les conseillers financiers qui géraient des investissements de Theodore. Robert Chen dit, « Voici David Park, Susan Miller et James Rodriguez. » Tout le monde se serra la main et s'assit à la longue table. David Park ouvrit un ordinateur portable et projeta des chiffres sur un écran au mur. La succession se compose de plusieurs éléments. David Park dit que les actifs liquides totalisent environ 200 millions de dollars. Les propriétés immobilières dans le Connecticut, à New York et en Floride sont évaluées à 150 millions. Les portefeuilles d'investissement en actions et obligations totalisent 300 millions. Et Whitmore Industries est évalué à 150 millions de dollars. La valeur totale de la succession est de 800 millions de dollars. Brianna fixa les chiffres à l'écran. Elle ne pouvait pas les traiter. 800 millions de dollars était une somme d'argent impossible. En tant que fiduciaire, vous avez le contrôle total sur tous ces actifs. Susan Miller dit, « Vous pouvez vendre des propriétés. Vous pouvez modifier des investissements. Vous pouvez prendre toutes les décisions commerciales concernant Whitmore Industries. » James Rodriguez glissa un dossier sur la table vers Brianna. Ce sont les employés actuels de Whitmore Industries. L'entreprise a un président, 3 vice-présidents, des directeurs de département et du personnel. Brianna ouvrit le dossier. La première page montrait une liste de dirigeants. Le deuxième nom sur la liste la fit s'arrêter. Jared Whitmore, vice-président des opérations. Salaire annuel 300 000 $. Je veux le licencier, dit Brianna. La pièce devint silencieuse. Jared Whitmore, demanda Robert Chen. Oui, vous avez l'autorité de faire cela, Robert Chen dit prudemment. Mais êtes-vous sûr? Ils travaillent pour mes enfants maintenant. Je ne veux pas qu'ils soient près de leur héritage. Je préparerai les papiers de licenciement, Robert Chen dit. Brianna signa les papiers cet après-midi. Le lendemain matin, Jared reçut un appel des ressources humaines lui disant que son emploi était résilié avec effet immédiat. La sécurité le raccompagna hors du bâtiment. Au cours de la semaine suivante, Brianna rencontra d'autres conseillers. Ils lui montrèrent le manoir de Theodore à Greenwich. Il avait 22 pièces, une piscine et 5 acres de terrain. Le manoir valait 12 millions de dollars. Vous pourriez vivre ici. Je pas vivre ici, suggéra David Park. La succession paie tout l'entretien et les impôts fonciers. Brianna traversa les immenses pièces. Elle se tint dans la bibliothèque où Theodore avait lu son testament. Elle regarda le grand escalier et les lustres en cristal. « Non, dit-elle, nous ne déménagerons pas ici. »« Êtes-vous sûr? C'est déjà payé. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un endroit comme celui-ci. Je ne veux pas qu'ils pensent que c'est normal. » Au lieu de cela, Brianna regarda des maisons à Cambridge, Massachusetts. Elle voulait rester près de Boston, où elle avait son travail et ses amis. Elle trouva une maison de 4 chambres dans une rue calme près de bonnes écoles publiques. La maison coûtait 900 000 $. Elle avait un jardin et un garage et des pièces de taille normale. Celle-ci, dit Brianna, c'est là que nous vivrons. Ils emménagèrent 3 semaines plus tard. Marcus, Miles et Maya eurent chacun leur propre chambre pour la première fois de leur vie. Maya pleura quand elle vit sa chambre. « C'est tout à moi, juste pour moi, juste pour toi, chérie, » dit Brianna. Miles commença immédiatement à couvrir ses murs de dessin. Marcus organisa ses livres sur une étagère près de la fenêtre. Ils étaient heureux, mais Brianna prit une décision qui surprit tout le monde. Elle dit à son superviseur à l'hôpital général du Massachusetts qu'elle voulait continuer à travailler. « Vous n'avez plus besoin de travailler. » Son superviseur dit « Vous avez plus d'argent que vous ne pourriez en dépenser en 10 vies. » « Je sais, dit Brianna, mais je veux que mes enfants me voient travailler. Je veux qu'ils comprennent qu'avoir de l'argent ne vous rend pas meilleur que les gens qui n'en ont pas. Puis-je travailler 3 quarts par semaine au lieu de 5? Bien sûr, tout ce que vous voulez. » Brianna inscrivit Marcus, Miles et Maya à l'école primaire publique à 6 pâtés de maison de leur nouvelle maison. D'autres parents demandèrent
Pourquoi elle ne les envoyait pas à l'école privée? Parce que je veux qu'ils connaissent toutes sortes de gens, dit Brianna, pas seulement des riches. Elle utilisa le fonds de fiducie pour payer des tuteurs et des activités. Marcus rejoignit une équipe de football. Miles prit des cours d'art le samedi. Maya commença des leçons de violon, mais ils dînaient toujours à la maison tous les soirs. Ils faisaient toujours leurs devoirs à la table de la cuisine. Ils avaient toujours des tâches ménagères. Un après-midi, Brianna rencontra Robert Chen pour discuter de ce qu'elle voulait faire d'autre avec l'argent de Theodore. « Je veux créer un fonds de bourse, » dit Brianna, « pour les mères célibataires qui veulent terminer l'école d'infirmière. Combien voulez-vous qu'ils donnent? 5 millions de dollars. » Robert Chen nota cela. Quoi d'autre? Je veux financer une garderie gratuite à Dorchester pour que d'autres mères n'aient pas à lutter comme moi. Encore 3 millions pour cela. Le fonds de bourse Theodore Whitmore fut créé en juillet. En septembre, 47 femmes avaient postulé pour des bourses. La garderie gratuite ouvrit en octobre et avait une liste d'attente de plus de 200 enfants en quelques jours. L'histoire finit par atteindre les journaux. Les journalistes écrivirent des articles sur la famille raciste qui avait perdu sa fortune. Ils écrivirent sur Victoria Whitmore et son ultimatum à Jared il y a 7 ans. Ils écrivirent sur 3 enfants innocents qui furent rejetés à cause de la couleur de leur peau. Le nom Whitmore devint associé à la bigoterie et à la haine. La famille qui avait été respectée à Greenwich pendant 3 générations était maintenant connue pour le racisme. Emily lut les articles à Tampa, Floride, où elle commençait son nouveau travail. Elle avait changé son nom de famille pour le nom de jeune fille de sa mère, Porter. Elle ne voulait plus être une Whitmore. Elle essaya d'appeler Jared, mais ne trouva pas les mots. Qu'y avait-il à dire? Leur grand-mère avait tout détruit avec sa haine. Leur héritage familial était ruiné. Elle raccrocha avant que l'appel ne se connecte. Jared vit aussi les articles. Il les lut sur son ordinateur portable dans son appartement à Stamford. Il avait perdu son emploi chez Whitmore Industries. Amanda avait pris la moitié de ses économies lors du divorce. Il vivait sur ce qui restait pendant qu'il cherchait un nouveau travail. Il avait envoyé 12 lettres à Brianna au cours des 2 derniers mois. Elle n'avait jamais répondu à aucune d'elles. Il savait qu'elle les avait probablement jetées sans les lire, mais il continuait d'écrire quand même parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Cette nuit-là, il s'assit à sa petite table de cuisine avec un stylo et du papier. Il écrivit une autre lettre d'excuse. Il écrivit à quel point il souhaitait pouvoir revenir 7 ans en arrière et faire des choix différents. Il écrivit à quel point il voulait être un père si elle le laissait faire. Il scella la lettre dans une enveloppe et écrivit la nouvelle adresse de Brianna à Cambridge. Puis il resta assis là, la tenant. Il savait qu'elle ne la lirait jamais, mais il y mit un timbre quand même et marcha jusqu'à la boîte aux lettres du coin. La lettre arriva à la maison de Brianna à Cambridge 3 jours plus tard. Elle l'attendait dans la boîte aux lettres quand elle rentra de son corps à l'hôpital. Elle reconnut l'écriture de Jared sur l'enveloppe. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la mit dans une boîte à chaussures sur l'étagère supérieure de son placard de chambre avec toutes les autres lettres qu'il avait envoyées. Il y avait 17 lettres dans cette boîte maintenant. 6 mois passèrent. L'été tourna à l'automne. Les feuilles des arbres bordant la rue de Brianna changèrent de couleur et tombèrent au sol. Marcus, Miles et Maya s'installèrent dans leur nouvelle école. Ils se firent des amis avec d'autres enfants du quartier. Ils invitèrent des enfants à jouer dans le jardin. Un samedi matin d'octobre, Brianna prépara des crêpes pour le petit déjeuner. La cuisine était chaude et sentait le sirop d'érable. Marcus était assis à table, terminant ses devoirs de mathématiques. Miles dessinait une image de dragon. Maya s'entraînait à écrire son nom en cursive. « Maman, j'ai un match de football aujourd'hui à 11 heures. » Marcus dit, « Tu peux venir? » « Bien sûr que je peux venir, » dit Brianna. « Je ne le manquerai pour rien au monde. »« On peut avoir de la glace après? » demanda Miles. « Si vous mangez tous vos légumes au dîner ce soir, oui. » Maya leva les yeux de son papier. « Ce n'est pas juste. Marcus peut jouer au football et nous avons de la glace. »
Qu'est-ce que j'ai? Tu vas regarder ton frère jouer. Brianna dit, c'est ce que font les familles. Nous nous soutenons mutuellement. À 10h30, ils montèrent tous dans la voiture de Brianna et se rendirent au terrain de football. C'était dans un parc à 10 minutes de leur maison. Le terrain avait des lignes blanches peintes sur l'herbe et de petits buts à chaque extrémité. Les parents installaient des chaises pliantes le long de la ligne de touche. Marcus courut sur le terrain avec son équipe. Il portait un maillot rouge avec le numéro 7. Brianna s'assit sur une chaise avec Maya d'un côté et Miles de l'autre. Miles sortit son carnet de croquis et commença à dessiner la scène devant lui. Le match commença à 11h pile. Marcus jouait en défense. Il était bon. Il était rapide et semblait toujours savoir où le ballon allait. Brianna encourageait chaque fois qu'il touchait le ballon. À la mi-temps, le score était de 2-1. L'équipe de Marcus gagnait. Les enfants coururent vers les lignes de touche pour boire de l'eau et manger des quartiers d'orange. Brianna ne remarqua pas l'homme debout loin près du parking. Elle ne le vit pas regarder le match de loin. Elle ne le vit pas faire quelques pauses de plus quand la mi-temps se termina. La deuxième mi-temps du match commença. Marcus marqua un but dans les 5 premières minutes. Brianna sauta sur ses pieds en applaudissant. Maya frappa des mains. Miles leva les yeux de son dessin et sourit. Le match se termina à 12h15. L'équipe de Marcus gagna 3-1. Tous les enfants s'alignèrent pour serrer la main de l'autre équipe. Les parents commencèrent à ranger leurs chaises et à rassembler leurs affaires. Marcus courut vers Brianna. « As-tu vu mon but? Je l'ai vu. C'était parfait. » Maya faisait des roues sur l'herbe près de la ligne de touche. Miles rangeait son matériel d'art dans son sac. Brianna pliait sa chaise quand elle vit quelqu'un marcher vers eux. Jared, il traversait le terrain. Il portait un jean et une veste. Il semblait plus mince que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Son visage était pâle. Le corps de Brianna se glaça. Elle laissa tomber la chaise et se déplaça rapidement pour se tenir entre Jared et ses enfants. Marcus, Miles, Maya. « Montez dans la voiture, » dit Brianna. Sa voix était calme mais ferme. « Mais maman, je veux. » Marcus commença. « Maintenant, montez dans la voiture maintenant. » Les enfants entendirent le ton dans la voix de leur mère. Ils obéirent immédiatement. Marcus prit la main de Maya. Miles les suivit jusqu'au parking. Jared arrêta de marcher quand il fut à environ 3 mètres. Il leva les mains. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes. Je voulais juste regarder. »« Comment savais-tu que nous serions là? » demanda Brianna. « J'ai vu une photo que tu as postée en ligne. Marcus portait son uniforme de football. J'ai cherché la ligue. J'ai trouvé le calendrier. Alors, tu as conduit tout le chemin depuis Stamford pour nous espionner. Je voulais les voir. Je voulais voir mes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. La biologie ne fait pas de toi un père, Jared. Être là fait de toi un père. Où étais-tu quand Marcus apprenait à marcher? Où étais-tu quand Maya a eu une pneumonie et que j'ai passé 3 jours à l'hôpital avec elle? Où étais-tu quand Miles a appris à lire? Je ne savais pas qu'ils existaient, dit Jared. Sa voix se brisa. Je ne savais pas, Brianna. Ça n'a plus d'importance. Ça m'importe. Eh bien, ça ne leur importe pas à eux. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ont une bonne vie. Ils sont heureux. Je ne te laisserai pas les embrouiller. Jared regarda au-delà de Brianna vers le parking où les enfants se tenaient près de la voiture. Marcus avait ses bras autour de Maya. Miles observait la confrontation avec des yeux inquiets. « Est-ce qu'ils me connaissent? » demanda Jared doucement. Ils savent qu'ils ont un père biologique qui ne faisait pas partie de leur vie. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour l'instant. Et quand ils seront plus âgés, leur diras-tu que j'ai essayé? Leur diras-tu que je voulais être leur père? Brianna fit un pas de plus vers Jared. Elle garda sa voix basse. Tu peux écrire autant de lettres que tu veux. J'ai gardé chacune d'elles. Quand Marcus, Miles et Maya seront assez âgés pour comprendre, je leur donnerai les lettres. Ils pourront décider s'ils veulent te rencontrer. Mais jusque-là, tu restes loin de nous. Tu n'apparais pas au match de football.
Tu ne nous suis pas, hein? Tu n'essaies pas de les contacter. Je veux juste les connaître. Tu aurais dû y penser il y a 7 ans quand tu m'as raccroché au nez et bloqué mon numéro. J'avais peur. Ma grand-mère a menacé d'eux. Je me fiche de ce que ta grand-mère a menacé, dit Brianna. Sa voix était d'acier. Tu as fait un choix. Tu as choisi l'argent et l'approbation de ta famille plutôt que moi, plutôt que nous. Tu n'as pas le droit de revenir maintenant et d'agir comme si tu étais la victime. Les yeux de Jared se remplirent de larmes. Je sais que j'avais tort. Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait. Mais ce sont mes enfants aussi. N'ai-je aucun droit? Tu as renoncé à tes droits quand tu nous as abandonnés. Tu veux les voir? Emmène-moi au tribunal. Prends un avocat, demande la garde. Vois ce qui se passe. Jared baissa les yeux. Ils savaient tous les deux qu'ils n'avaient aucune légitimité juridique. Ils n'avaient jamais été inscrits sur les actes de naissance. Ils n'avaient jamais payé de pension alimentaire. Ils n'avaient jamais fait partie de leur vie d'aucune façon. Je n'essaie pas de te les prendre, Jared dit calmement. Je veux juste faire partie de leur vie d'une manière ou d'une autre. S'il te plaît, Brianna, je te supplie. Brianna regarda cet homme qu'elle avait autrefois aimé, cet homme qui lui avait brisé le cœur, cet homme qui était le père de ses enfants, mais n'avait jamais été un papa. Je dois y aller, dit-elle. Mes enfants attendent. Puis-je leur écrire? Puis-je envoyer des cadeaux d'anniversaire? Tu peux écrire des lettres. Je les garderai. Mais n'envoie pas ceux de cadeaux. N'envoie pas ceux de présents. Ils n'ont pas besoin de choses de ta part. Brianna passa devant Jared vers le parking. Elle ne regarda pas en arrière. Quand elle atteignit la voiture, les 3 enfants se tenaient près du coffre. Leur visage était plein de questions. « Qui était cet homme, maman? » demanda Marcus. Brianna prit une profonde inspiration. Elle s'agenouilla pour être à leur niveau des yeux. Le moment était venu. Elle ne pouvait plus l'éviter. « Cet homme est votre père biologique, dit-elle. Son nom est Jared. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent, le père qui n'était pas là. « Oui, chérie. Pourquoi était-il ici? » demanda Miles. « Il voulait vous voir. Il voulait te regarder jouer au football, Marcus. » Marcus avait l'air confus. « Mais nous ne le connaissons pas. »« Non, vous ne le connaissez pas. Devons-nous le connaître? » demanda Maya. Sa voix était petite et effrayée. « Pas si vous ne voulez pas, » dit Brianna. Elle serra les 3 enfants dans ses bras. « Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire. Il ne fait pas partie de notre famille. Il est juste quelqu'un qui se trouve partager votre ADN. » « Je ne veux pas le connaître, » Marcus dit. « Nous n'avons pas besoin d'un père. Nous t'avons toi. » Miles hocha la tête. « Oui, nous sommes bien avec juste nous. » Maya serra sa mère plus fort. « On peut rentrer à la maison maintenant? » « Oui, rentrons à la maison. » Ils montèrent dans la voiture. Brianna démarra le moteur et sortit du parking. Dans le rétroviseur, elle vit Jared toujours debout sur le terrain de football. Il avait l'air petit et seul. Elle partit sans regarder à nouveau en arrière. Cette nuit-là, après que les enfants soient couchés, Brianna s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de thé. Elle pensa à ce que Marcus avait dit. « Nous n'avons pas besoin d'un père. Nous t'avons toi. » Ses enfants étaient ils étaient inquiets. Ils ne ressentaient pas qu'il manquait quoi que ce soit à leur vie parce qu'elle s'était assurée qu'ils ne ressentent jamais ce vide. Mais elle se demanda si cela changerait en grandissant. Commenceraient-ils à poser plus de questions? Voudraient-ils rencontrer Jared? Seraient-ils en colère qu'elle l'ait tenu à l'écart? Elle n'avait pas de réponse. Elle faisait de son mieux. Dans son appartement à Stamford, Jared était assis sur son canapé, fixant le vide. Il avait vu ses enfants aujourd'hui. Il avait regardé Marcus jouer au football. Il avait vu Miles dessiner. Il avait vu Maya faire des roues. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air d'une famille complète qui n'avait pas de place pour lui. Il était un étranger pour ses propres enfants et il n'avait personne à blâmer à part lui-même. Le lendemain soir, après que Marcus, Miles et Maya eurent dormi, Brianna se dirigea vers le placard de sa chambre. Elle sortit la boîte à chaussures de l'étagère supérieure et la porta à son lit. Elle s'assit et ouvrit le couvercle.
17 lettres, toutes dans des enveloppes avec l'écriture de Jared. Elle n'en avait jamais ouvert aucune. Elle se disait qu'elle ne se souciait pas de ce qu'elle disait. Elle se disait que ces mots n'avaient pas d'importance. Mais cette nuit, après l'avoir vue sur le terrain de football, elle avait besoin de savoir. Elle ouvrit la première lettre. Elle était datée de 3 jours après l'audience du tribunal. Astérisque, chère Brianna, je sais que tu ne liras probablement pas ceci. Je sais que tu as toutes les raisons de me haïr. Mais j'ai besoin de dire ces choses même si tu ne les vois jamais. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Je jure sur tout ce qu'il me reste que je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et c'est le problème. J'étais si faible que je ne peux même pas dire avec certitude que je serais resté. Ma grand-mère contrôlait toute ma vie. Elle me disait quoi étudier à l'université. Elle me disait où travailler. Elle me disait qui je pouvais fréquenter. Quand elle a dit d'y mettre fin avec toi, j'ai obéi comme j'obéissais toujours. Je me suis dit que je lui tiendrais tête plus tard. Je me suis dit que je reviendrais pour toi, mais je me mentais à moi-même. J'avais toujours trop peur. Je suis désolé. Je sais que désolé ne suffit pas. Je sais que cela ne répare rien, mais je suis tellement, tellement désolé. Jared astérisque. Brianna mit la lettre de côté et ouvrit la suivante. Elle était plus longue. Jared écrivit comment il avait essayé de la retrouver après la rupture, mais elle avait déménagé. Il écrivit à propos de son mariage avec Amanda parce que sa grand-mère l'avait approuvé. Il écrivit à quel point il se sentait vide chaque jour de son mariage. La troisième lettre parlait du moment où il vit Marcus, Miles et Maya dans la bibliothèque. Il décrivit comment tout son monde s'était arrêté quand il vit leurs yeux verts. Brianna lut chaque lettre. Certaines étaient courtes, certaines étaient plusieurs pages de long. Dans toutes, Jared s'excusait. Il parlait de sa faiblesse et de son regret. Il suppliait pour une chance d'être un père. Quand elle leur finit de lire, il était plus de minuit. Les yeux de Brianna lui faisaient mal à force de pleurer. Non pas parce qu'elle lui pardonnait, mais parce qu'elle réalisa que la vie qu'il avait choisie l'avait complètement détruit. Il avait perdu sa femme, son travail, sa famille, sa grand-mère, sa sœur. Il ne lui restait rien d'autre que la culpabilité et le regret. Elle ressentit de la tristesse pour lui, mais ressentir de la tristesse n'était pas la même chose que pardonner. Elle remit les lettres dans la boîte et la plaça sur l'étagère. 3 jours plus tard, Brianna reçut un appel téléphonique au travail. Le numéro venait de l'hôpital de Greenwich. « Est-ce Brianna Thompson ?» demanda une voix de femme. « Oui, c'est l'infirmière Patterson de l'hôpital de Greenwich. J'appelle à propos de Victoria Whitmore. Elle est décédée ce matin à 6h45. Vous êtes désignée comme parente la plus proche à des fins de succession. » Brianna était confuse. « Je ne suis pas sa parente la plus proche. Elle a un petit-fils. Monsieur Jared Whitmore est également contacté, mais selon les documents légaux déposés après l'affaire judiciaire, vous êtes la fiduciaire de la succession Whitmore. L'hôpital avait besoin de vous informer. »« Oh, d'accord. Merci de me l'avoir fait savoir. » Brianna raccrocha. Elle se tenait dans la salle de pause de l'hôpital, fixant son téléphone. Victoria Whitmore était morte, la femme qui avait menacé de la détruire, la femme qui avait forcé Jared à mettre fin à leur relation, la femme qui avait passé ses derniers mois à essayer de tout prendre à 3 enfants innocents. Brianna ne ressentit rien. Ni bonheur, ni tristesse, juste du vide. Elle pensa à le dire à Marcus, Miles et Maya, mais décida de ne pas le faire. Victoria n'avait jamais fait partie de leur vie. Sa mort ne changeait rien pour eux. 4 jours plus tard, les funérailles de Victoria eurent lieu dans une église de Greenwich. Brianna n'y alla pas. Elle n'avait aucune raison d'y être. Mais elle apprit de Robert Chin que seul Jared y assista. Personne d'autre ne vint. Ni Emily, ni les cousins, ni les vieux amis de la famille. Victoria mourut de la même manière qu'elle avait vécu, seule et amère. Cette nuit-là, Brianna s'assit à sa table de cuisine après que les enfants soient couchés. Elle sortit une feuille de papier et un stylo. Elle fixa la page blanche pendant longtemps. Finalement, elle commença à écrire. «
Asterisk Jared. C'est la première fois que je t'écris en 7 ans. Je n'écris pas parce que je te pardonne. Je n'écris pas parce que je pense que tu mérites une réponse. J'écris parce que mes enfants t'ont de nouveau posé des questions après t'avoir vu au terrain de football. Maya a demandé si tu étais une mauvaise personne. Marcus a demandé si tu ne les voulais pas. Mills a demandé s'ils avaient fait quelque chose de mal. J'ai dû expliquer à 3 enfants de 6 ans que leur père avait fait des choix qui blessaient les gens. J'ai dû leur dire que les adultes échouent parfois de manière terrible. Je ne suis pas prête à te laisser entrer dans leur vie. Je ne sais pas si je le serai un jour. Tu ne nous as pas choisis quand ça comptait. Tu as choisi l'argent et l'approbation de ta famille. Tu as choisi le confort plutôt que le courage. Ces choix ont des conséquences. Mais j'ai gardé toutes tes lettres, toutes les 17. Je les ai lues la semaine dernière. Je sais que tu es désolé. Je sais que tu regrettes tout. Je crois que tu souffres. Mais ta souffrance n'efface pas ce que tu m'as fait. Elle n'efface pas les 7 années que j'ai passées seul. Quand Marcus, Miles et Maya seront plus âgés, je leur donnerai tes lettres. Je les laisserai lire tout ce que tu as écrit. Ils pourront décider s'ils veulent te rencontrer. Cette décision leur appartient, pas à moi. Mais jusqu'à ce qu'ils soient assez âgés pour comprendre, tu dois respecter mes limites. N'apparais pas à leur école. Ne viens pas à leur match. Ne les contacte pas. Tu peux continuer à écrire des lettres si tu veux. Je les garderai, mais ne t'attends pas à ce que je te réécrive. C'est la seule réponse que tu auras. J'ai appris la mort de ta grand-mère. Je ne ferai pas semblant d'être triste. Elle a essayé de me détruire, moi et mes enfants, à cause de la haine. Mais je dirais ceci. Elle a aussi détruit sa propre famille. Toi, Emily, vous tous avez payé le prix de son racisme. J'espère que tu comprends maintenant que choisir la haine ne mène jamais à rien de bon. Prends soin de toi, Jared. Fais-toi soigner. Découvre comment être une meilleure personne. Peut-être qu'un jour, quand nos enfants seront adultes, ils voudront te connaître. Mais c'est leur choix à faire, pas le tien, pas le mien. Brianna Asterisk. Elle plia la lettre et la mit dans une enveloppe. Elle écrivit l'adresse de Jared et plaça un timbre dans le coin. Puis elle sortit jusqu'à la boîte aux lettres de sa rue et la déposa. C'était la première fois qu'elle le contactait en 7 ans. La lettre arriva à l'appartement de Jared 3 jours plus tard. Il vit l'adresse de l'expéditeur et ses mains commencèrent à trembler. Brianna avait répondu. Après 17 lettres sans réponse, elle avait enfin répondu. Il s'assit sur son canapé et ouvrit soigneusement l'enveloppe. Il lut la lettre lentement, absorbant chaque mot. Quand il eut fini, il la relut, puis une 3e fois. Ce n'était pas un pardon. La lettre le précisait. Mais ce n'était pas non plus un rejet complet. Elle gardait ses lettres. Elle les montrerait aux enfants quand ils seraient plus âgés. Elle leur donnait le choix. C'était plus qu'il ne méritait. C'était le seul espoir qu'il avait. Jared plia la lettre avec précaution et la plaça dans son portefeuille. Il la porta avec lui partout après cela. Les jours où la culpabilité était trop lourde, il sortait la lettre et la relisait. Cette décision leur appartient, pas à moi. Un jour, ses enfants décideraient s'ils voulaient le connaître. Ils devaient accepter cela. Ils devaient vivre avec la possibilité qu'ils choisissent de ne jamais le voir. C'était la conséquence de ses choix. Il alluma son ordinateur portable et chercha des thérapeutes à Stanford. Il en trouva un spécialisé dans l'aide aux personnes confrontées aux regrets et aux problèmes familiaux. Il prit rendez-vous pour la semaine suivante. Il ne pouvait pas réparer le passé, mais peut-être pourrait-il devenir quelqu'un dont ses enfants n'auraient pas honte à l'avenir. À Cambridge, Brianna vérifia Marcus, Miles et Maya avant d'aller se coucher. Ils dormaient tous paisiblement. Marcus avait repoussé ses couvertures. Brianna les lui remit. Miles serrait son éléphant en peluche préféré dans ses bras. Maya dormait sur le côté, la main sous sa joue. C'étaient de bons enfants. Ils étaient heureux. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Brianna les avait gardés en sécurité. Elle les avait protégés des gens qui les auraient blessés.
Elle leur avait construit une vie stable et pleine d'amour. Envoyer cette lettre à Jared était la bonne chose à faire. Pas pour lui, pour ses enfants. Un jour, ils seraient assez âgés pour faire leur propre choix concernant leur père. Quand ce jour viendrait, elle voulait qu'ils aient toutes les informations. Elle voulait qu'ils sachent qu'elle leur avait donné ce choix. Mais pour l'instant, ils étaient encore des enfants et elle continuerait à les protéger aussi longtemps qu'ils auraient besoin d'elle. 2 ans passèrent. Marcus, Miles et Maya avaient maintenant 8 ans. Ils avaient grandi. Leurs visages avaient perdu une partie de la douceur de la petite enfance. Ils devenaient leur propre personne avec leurs propres intérêts et personnalités. Un mardi matin de septembre, Brianna se tenait dans la cuisine préparant le petit déjeuner. Les enfants descendirent un par un, déjà habillés pour l'école. Marcus portait un jean et une chemise bleue. Miles avait son sweat à capuche préféré avec des planètes dessus. Maya portait une robe violette avec des fleurs. « Maman, j'ai besoin que tu signes ceci, dit Marcus. Il lui tendit un certificat. J'ai eu le meilleur score en classe de maths pour toute la classe. Brianna regarda le certificat. Il y avait le nom de Marcus imprimé en lettres formelles avec un sceau doré en bas. Marcus, c'est merveilleux. Je suis si fier de toi. On peut le mettre sur le réfrigérateur? Demanda Marcus. Absolument. Miles sortit un papier roulé de son sac à dos. J'ai quelque chose aussi. J'ai gagné le concours d'art à l'école. Ma peinture de dragon va être à la bibliothèque. Vous deux la même semaine, dit Brianna. Elle accrocha le certificat de Miles à côté de celui de Marcus sur le réfrigérateur. Tu me fais passer pour une maman qui frime. Et moi, demanda Maya, je n'ai rien gagné. Tu as un récital de violon samedi, dit Brianna. C'est tout aussi important. Ils déjeunèrent ensemble comme tous les matins. Des crêpes et des fruits, du jus d'orange. Les enfants parlèrent de leur journée à venir. Marcus avait un examen de maths. Miles avait un cours d'art. Maya était nerveuse à propos de son récital. « Tu vas très bien faire, dit Brianna. Tu as pratiqué tous les jours pendant 2 mois. » Après le petit déjeuner, Brianna conduisit les enfants à l'école. Elle les regarda passer les